Euh, Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par la communauté de fortes solutions de l'industrie du futur sur le thème de quelle stratégie pour vos IoT industriels. Alors ce webinaire, on va l'enregistrer. Donc, si vous voulez pas apparaître, ne figurez pas dans les conversations ou les prises de parole. Voilà. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez le webinaire dont le replay sera disponible sur la plateforme du site des offres de solutions du site internet. Au programme aujourd'hui, donc pas mal d'interventions. Donc je vais rapidement présenter la communauté d'offres de solutions. Ensuite, Jean-Christophe qui est l'instigateur de ce webinaire, nous parlera un peu justement du webinaire avec les différents intervenants. Donc on y reviendra un petit peu plus tard et chacun pourra se présenter de toute manière. Voilà. En quelques mots, donc, la communauté des offreurs de solutions, de quoi il s'agit? En fait, on a organisé cette communauté dans le cadre du plan Industrie du futur voulu par l'État et suivi et mis en place au niveau régional avec les régions et différents institutionnels. Il y a notamment l'Alliance Industrie du futur qui est un peu le bras armé de l'État finalement sur l'accompagnement de cette transformation des entreprises. On a des industriels qui sont transformés ou en transformation. D'ailleurs, quand ils ont mis en place un certain nombre de choses, il y a des labels de type vitrine industrie du futur qui permettent de voir justement quelles sont les innovations et les mutations qui ont été mises en place dans ces industries, dans ces entreprises. Et en face de ces industriels, pour y arriver, il y a des offres de solutions qui apportent des réponses technologiques, notamment des briques technologiques qui ont été définies par l'Alliance Industrie du Futur d'ailleurs. Et puis certains de ces software solutions, on a décidé de se réunir entre nous pour permettre aux industriels, d'aider les industriels à mieux comprendre les mutations en cours et d'être à leur écoute pour essayer de leur apporter des réponses appropriées à leurs besoins qui sont souvent des besoins spécifiques aux uns et aux autres. Voilà, on y reviendra un petit peu dans les exemples qui seront présentés par les intervenants notamment. Pourquoi une communauté? L'idée, c'est bien de fédérer des offres de solutions au niveau du Grand Est, en lien donc avec les CCI et la région Grand Est. On fonctionne sous forme de communauté de pratique, c'est-à-dire que c'est sur la base d'offres de solutions qui sont là volontairement et qui décident de créer des actions ensemble, notamment d'organiser des rencontres pour co-construire des projets communs, sensibiliser à culturer les parties prenantes à l'industrie 4.0, exactement comme c'est le cas du webinaire en cours, co-développer des réponses multi-offreurs à apporter aux industriels, parce que souvent une problématique industrielle fait appel à plusieurs réponses technologiques, et du coup l'avantage d'avoir une communauté d'offreurs qui se connaissent et qui vont co-construire ensemble des réponses appropriées. Co-développer et promouvoir donc la communauté de praticiens forte de compétences et d'expertise connues et reconnues. Ça, c'est l'avantage de cette communauté. C'est vraiment des offreurs qui sont impliqués avec leurs expertises dans ces transformations industrielles. On a un site internet, offre-solution-industrie.com. On a un manifeste qu'on est d'ailleurs en train un tout petit peu de revoir, mais qui a été signé avec la French Fab notamment et les régions, que vous pourrez trouver sur le site internet. Et on a différentes actualités, notamment les retours sur les webinaires précédents avec les replays. Un exemple, par exemple, Barral, qui était un industriel pour fabriquer des masses, et 3 offreurs qui sont associés pour apporter une réponse 4.0 spécifique à cette demande industrielle. On a donc les différents webinaires. Aujourd'hui, on est sur le second webinaire. Il y aura un prochain webinaire en septembre et encore un autre en octobre. J'y reviendrai tout à la fin. Voilà, et on a une page LinkedIn. N'hésitez pas à venir échanger et discuter avec nous sur ces questions-là. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps sur la présentation des offreurs. Sans plus attendre, Jean-Christophe, je te propose de te laisser la parole pour parler du webinaire en question. Jean-Christophe. Eh bien, merci. Oui, merci Bernard. Donc, pareil, je vais surtout procéder à introduire un petit peu la thématique du jour, qui est quand même assez vaste, puisqu'on va parler de l'IoT et surtout de l'IoT industriel. Et la particularité du concept d'IoT industriel, c'est qu'il est un petit peu au carrefour de différents enjeux. Comme c'est présenté là, on peut identifier 5 enjeux principaux autour de cette révolution industrielle 4.0 et précisément autour de l'IoT. Donc déjà un enjeu organisationnel, bien sûr, un enjeu technologique, c'est un petit peu les éléments que l'on va voir
dans les présentations qui vont suivre. Sociétaux, bien sûr, en matière de prise en compte des connaissances de la donnée, environnemental en matière de gestion énergétique et de techno, et puis surtout, effectivement, sur la base de cette évolution Industrie 4.0, effectivement, des enjeux économiques nouveaux, avec l'apparition de nouveaux business models, une nouvelle manière de voir effectivement l'économie, de voir les échanges et de voir quelque part la rentabilité et le modèle économique. Mm. Donc c'est ça qui est intéressant et l'IoT est au centre, au même titre que l'industrie 4.0, effectivement un élément central de ces différents enjeux. On peut passer à la suivante. Et justement, par rapport à ces différents enjeux, l'IoT met en évidence différentes problématiques. Alors, bien sûr, il y a les problématiques techniques, hein, technologiques, d'architecture, de nouvelles technologies, d'équipement. Ça, je pense que tout le monde l'a bien perçu. Cette diversité, en tout cas cette problématique, nous amène aussi à parler de compétences, hein, puisque de faire du développement d'IoT, si on ne dispose pas en interne ou en externe des compétences autour de l'électronique, autour du logiciel embarqué, autour de la sécurité, autour de l'intégration, de la fiabilité, test et normalisation, bah, c'est quand même pas évident. Bien sûr, j'en ai parlé, il y a le traitement des données, hein, c'est un nouveau paradigme, c'est-à-dire que quelque part, l'IoT industriel va amener l'industriel à récupérer une multitude de données, un flot de données autour de sa ligne de production, données numérisées. Il va falloir la rendre utile, la rendre faciliter son usage, la rendre visible. Donc, c'est aussi un enjeu assez important. Et puis, bah, derrière, nous amène effectivement, et ça, il ne faut pas oublier, le côté usager. C'est-à-dire que bah, cette donnée, cet IoT qui va faire ce travail de captation de données, va donner quelque part une image de l'outil de production et cette image, il va falloir la rendre accessible à l'ensemble de l'équipe, des usagers, que ce soit de l'opérateur jusqu'au chef d'entreprise, au décideur, voire même jusqu'au client. Donc effectivement, tous ces points-là, on va les aborder dans le cadre de ce webinaire. On va les aborder avec plus ou moins de détails, mais en tout cas, ces points-là seront abordés et différents éléments de ces éléments de problématiques seront abordés. Donc, voilà. Donc, je te redonne la main. Voilà un petit peu la présentation. Je te redonne. Et donc, du coup, ben, je vous propose effectivement de faire le tour un peu de ce que tu viens de présenter. Donc, Sophie, tu es responsable des partenariats industriels à CEA Tech Grand Est, et donc tu vas aborder la partie du capteur à la donnée, créer de la valeur ajoutée grâce à la donnée. En quelques mots, peut-être le CEA Tech, si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, Sophie Laurent, donc effectivement, je suis en charge des partenariats industriels. Donc, c'est un terme pour expliquer que je fais le lien entre les équipes des chercheurs du CEA et l'entreprise avec ces problématiques de techniques, bien sûr, mais aussi économiques, concurrentielles, réglementaires et autres. Donc, CEA Tech, c'est une des 4 directions du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et CEA Tech travaille sur un grand nombre de thématiques. Alors, bien sûr, toute la partie électronique. Certains connaissent peut-être le LETI qui est à Grenoble principalement. Donc, on va pouvoir concevoir et intégrer différents types de capteurs dans de nombreux secteurs d'activité. On va travailler bien sûr sur tout l'aspect traitement de la donnée, d'où l'IoT. On va travailler sur la cybersécurité, sur tout ce qui est usine 4.0, donc avec la cobotique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec par exemple également le contournement destructif, et puis bien sûr, le CEA, c'est aussi l'énergie. Donc, le CEA Tech travaille sur les énergies renouvelables, tout ce qui est aussi hybridation de véhicules, électrification de véhicules, hydrogène qui est le gros sujet, et puis bien sûr, photovoltaïque et optimisation de sites industriels, optimisation énergétique, pardon. Et bien sûr, à la base, le matériau, puisqu'on travaille l'atome. Donc, CEA Tech a développé un nouvel institut, CEA Tech en région, d'où ma présence en Grand Est. Et tu es basé où en Grand Est, justement? Alors, je suis basée à Metz. Si on peut passer à la suivante. Donc à Metz, effectivement, Ceatec a 2 sites, plus précisément, avec 2 plateformes. Donc le but des implantations régionales est d'accompagner au plus près, notamment les PME et les ETI,
par l'effet de proximité, hein, bien sûr, ça a été une des volontés du gouvernement de pouvoir faire bénéficier les entreprises plus petites des compétences développées au CEA. Et donc, la plateforme Flore est sur le site de Stellantis à Trémery. Donc, elle est une vitrine usine du futur et permet aux entreprises de pouvoir essayer différents cobots, différents types d'AGV, d'essayer la réalité virtuelle, la réalité augmentée, de voir ce que ça peut donner pour eux dans leur usine. Et puis, vous avez également la plateforme MAP, Mécatronique pour l'amélioration des procédés et des produits, qui, elle, travaille sur l'IoT en environnement sévère et notamment en environnement industriel. Voilà. Donc, c'est en particulier celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez deux petites photos, la photo de notre showroom et une photo de salle de je reviendrai après. Voilà. Donc, notre but, c'est vraiment de la recherche technologique, un organisme de recherche publique pour combler le gap entre la recherche plus amont, un niveau de maturité de 3, par exemple, pour aller vers quelque chose pré-industriel qui concerne plus le monde réel des entreprises. Ouais, ok, on le voit bien dans le schéma. Voilà. Donc, quand je rencontre une entreprise, souvent les dirigeants ou les équipes techniques me disent je veux mettre des capteurs ou je veux faire de l'intelligence artificielle en temps réel avec du machine learning et des réseaux de neurones. Voilà, ils ont réuni souvent tous les mots magiques qui vont bien dans la même phrase parce que ce sont des mots qu'ils entendent et forcément, il faut être à la page, il faut le faire. Et le plus important, je dirais, c'est de revenir à la question, c'est-à-dire quel est le problème à résoudre et surtout comment on va le rentabiliser, comment on va le financer. Voilà. Et donc, je renverse souvent la question de savoir des capteurs pourquoi, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous allez faire de la donnée que vous allez récupérer. Et c'est là véritablement la question à laquelle il faut répondre. Il faut vraiment répondre aux besoins. On peut aider l'entreprise à définir ce besoin, mais c'est vraiment là le problème. Question posée, on va donner une réponse qui convient bien. Une donnée pour une donnée, ça suffit pas. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. C'est ça. Et puis un capteur, alors il y en a qui veulent faire de l'intelligence artificielle, mais sans mettre de capteur, ça va marcher moins bien. Et puis quand on met des capteurs, c'est pour générer de la donnée, et donc après il faut la traiter. Donc c'est vraiment une chaîne complète qu'on va voir du coup sur la slide suivante. Donc cette chaîne, en fait, il y a une logique en fait dans tout ça. C'est-à-dire que dans la première étape, comme je l'ai précisé, il va vraiment falloir comprendre le métier de l'entreprise et traduire en fait sa problématique en grandeur physique. Et là, c'est quelque chose qu'on appelle la cartographie des connaissances, c'est de la data science. Il va falloir comprendre et traduire tout ceci. C'est-à-dire que l'entreprise, que ça peut être un plasturgiste, un usineur ou autre, va avoir ses termes à lui, va pouvoir nous dire, voilà, quand la machine fait tel bruit, je sais que ça va pas aller. C'est à nous de dire, voilà, ça va être des vibrations, ça va être une valeur seuil, ça va être une fourchette, ça va être telle grandeur physique qui sera mesurée. Et donc après, on va comprendre en fait toutes ces contraintes, mais on va les intégrer avec l'ensemble des contraintes de l'entreprise. Donc bien sûr l'usage, le métier, bien sûr le coût, on peut faire des choses fabuleuses, mais il faut que l'entreprise puisse aussi les financer, voire les revendre quand il s'agit d'un équipementier, par exemple. Et puis, il va falloir intégrer toutes les autres contraintes. C'est-à-dire, on travaille en environnement sévère dans une usine, donc il va y avoir des problématiques de température, des problématiques de vibration, de choc, d'humidité, de projection d'huile, d'eau, de compatibilité électromagnétique. Quand vous avez un environnement métallique autour de vous, c'est aussi compliqué. Donc, il va falloir gérer tout ça. Et en fonction de cela, en fonction de tout le travail amont qui a été fait depuis la cartographie des connaissances, c'est là qu'on va pouvoir choisir les capteurs et leur emplacement au plus près. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de placer un capteur juste à l'extérieur de la machine. Parfois, ça peut fonctionner, mais parfois, quand il s'agit vraiment d'avoir une donnée vraiment précise, il faut l'installer au plus près. Et donc, on va définir ce capteur et il va falloir aussi déterminer
tout l'environnement de ce capteur. C'est que ce capteur ne va communiquer que s'il est alimenté avec une batterie, avec différents moyens. On peut avoir des systèmes autonomes complétés avec des batteries, bien sûr, mais par exemple, pour une usine, il va falloir concevoir l'alimentation en fonction des cycles de maintenance, par exemple. On ne peut pas avoir un système IoT dont il va falloir changer la batterie tous les 15 jours. Ce sera incompatible avec la vie de l'entreprise. Et puis, il va falloir prévoir aussi les protocoles de communication pour savoir comment on communique avec l'automate, avec l'opérateur, voire avec le bureau, le dirigeant, pour qu'il ait l'information sur son smartphone, par exemple. Donc, savoir où on remonte l'information, qui va l'utiliser. Et bien sûr, pour résister à l'environnement, ce qui est important, c'est de packager les capteurs, et la contrainte de coût étant là, d'utiliser les capteurs du commerce, mais les packager de telle manière qu'ils puissent résister à l'environnement dans lequel ils sont. Bien sûr, après, on va rajouter une couche de cybersécurité où on va ne faire remonter que la donnée qui est vraiment utile, de faire remonter par exemple des alertes. On n'a pas forcément besoin de remonter toutes les informations, ce qui va permettre aussi de gagner sur la partie énergie. Et puis après, une fois qu'on a l'information qui remonte, c'est là qu'on va pouvoir faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, système expert. Voilà, le système qui va bien pour traiter la donnée et surtout extraire la donnée utile. Et c'est cette donnée utile qui va pouvoir être revendue, par exemple, par un équipementier ou utilisée, par exemple, pour de la maintenance prédictive. Et il peut y avoir un interfaçage, ça peut être de l'aide à la décision ou ça peut être carrément réalimenter la machine pour corriger, par exemple, pour éviter des défauts qui peuvent apparaître. C'est clair. Alors, au niveau du business model, parce que finalement, c'est ça qui va driver en fait la mise en place d'un système IoT. Vous avez par exemple ici le business model d'un fabricant de machines, d'un équipementier, donc il va fabriquer des équipements standards, qui va avoir des clients, qui va leur vendre la machine en direct ou de manière indirecte, il va les vendre à des utilisateurs de machines. Donc voilà, c'est un business model très, très classique avec des fournisseurs, de la sous-traitance et puis à la fin de la vente de machines. Quand on va introduire de l'IoT, donc, on va, par exemple, pouvoir mettre en place une solution de maintenance prédictive. Cette maintenance va pouvoir permettre de ne changer les pièces, par exemple, que quand c'est vraiment nécessaire, donc de réduire le coût des pièces, réduire le nombre de pièces qui sont à changer, optimiser vraiment la durée de vie de la machine et optimiser en fait le temps d'utilisation de la machine, il y aura moins d'arrêts. Donc, cette solution de maintenance prédictive va se traduire par, du coup, non plus une vente de machines, mais un service qu'on va offrir aux clients. Du coup, l'utilisateur de machines sera plutôt un utilisateur de services et non plus quelqu'un qui va simplement acheter de l'équipement. Et ça va changer en fait la relation entre ce client et l'équipementier, puisqu'on va être quelque part sur des revenus récurrents, puisque ça va souvent se traduire en termes de revenus. Flèche suivante. En fait, souvent par des abonnements et non plus par une vente à un moment T et peut-être 10 ans après. Donc, il va y avoir pour l'équipementier un récurrent, ce qui est intéressant, une fidélisation de son client et une relation fournisseur-client qui va être vraiment en continu et qui va permettre de lier vraiment les deux. Donc, en termes d'activité pour cet équipementier, il va y avoir toujours son activité quelque part de conception de machine, mais ça va être aussi de la gestion de données et du suivi client qui va être vraiment sur mesure et en continu. Et donc, en termes de ressources, à ces caractéristiques habituelles, on va rajouter de la data science et donc des licences et des brevets. Donc, bien sûr, ça va créer des charges supplémentaires. Il va y avoir des emplois de data scientist, des brevets, des licences. Il va y avoir éventuellement de nouveaux partenaires, puisque ce système d'IoT peut être externalisé, par exemple. On peut le sous-traiter à une entreprise, il va falloir faire de la gestion de données. Donc ça, c'est des compétences qui n'étaient pas au départ en entreprise, qu'il va falloir soit rajouter en interne, soit externaliser. Mais du coup, ça va complètement changer cette vision de l'entreprise grâce à l'introduction de l'IoT. Donc, voilà un petit peu comment on peut
on peut intégrer cette IoT et changer vraiment toute la valeur en fait pour une entreprise classique. Alors, c'est vrai qu'une entreprise, souvent, elle a un projet qu'elle souhaite faire, qu'elle souhaite réaliser. Et donc là, quand elle vient nous voir, on est sur la bulle violette, c'est-à-dire, j'ai mon projet, est-ce qu'il est réalisable? Oui, non. On va faire une preuve de concept, un POC, hein, et on va réfléchir au modèle économique, comme on vient de le voir. Et puis ensuite, en fonction du résultat du POC, on va passer à l'étape suivante, qui est la fiabilisation et la robustesse. Et souvent, il y a des entreprises qui viennent vers nous en nous disant, voilà, je sais qu'il faut faire quelque chose, j'ai la concurrence qui est présente, je sais qu'il faut que j'innove, je ne sais pas comment. Et c'est vrai qu'au niveau du CEA, on voit beaucoup de secteurs différents. Et donc, l'avantage, c'est de pouvoir bénéficier de toute cette expérience de nos chercheurs sur plein de domaines différents, de l'agriculture à la santé, en passant par l'usinage, la plasturgie, l'aéronautique, l'automobile, plein de secteurs différents. Et donc, on va mettre tout ça en commun dans la salle de créativité dont vous aviez la photo un petit peu avant. Et puis, on va s'enfermer dans une salle et réfléchir avec un processus de créativité, de design thinking, pour élaborer une roadmap pour l'entreprise et à partir de là, pouvoir décliner un projet de recherche. Voilà donc la chaîne de valeur et puis comment on peut rentrer dans cette chaîne de valeur et introduire de l'IoT, mais qui soit vraiment utile, vendable par l'entreprise et rentable pour l'utilisateur. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Déjà, merci parce que c'est vraiment très pédagogique. Enfin, moi qui n'y connais pas grand-chose, j'ai tout compris et c'est beaucoup plus clair. Donc, merci. Et oui, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? On ne sait jamais s'il n'y en a pas. Je vous propose d'enchaîner. En tout cas, c'était très clair. Donc, je pense que voilà, on le verra quand le replay sera en ligne, s'il y aura des commentaires complémentaires. Intervention suivante, en tout cas merci Sophie encore. Du coup, pour enchaîner, Toufik, bonjour. Bonjour. Donc intégration de vos IoT dans vos machines de production, justement, alors il y a le cas de la machine communicante notamment. En quelques mots, Toufik, si tu peux peut-être te présenter. Alors, je vais me présenter. Donc, Toufik Alaoui, je travaille pour Siemens. Je suis référent digital et toutes les solutions 4.0 pour le Grand Est. Voilà, donc promotion et puis mise en œuvre des solutions 4.0. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Et puis... voilà. Et le principe de la présentation d'aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu l'intérêt de l'IoT dans les machines. Donc aujourd'hui, pourquoi mettre de l'IoT dans les machines? Tout simplement parce qu'il y a un grand intérêt. Aujourd'hui, sur les machines, on produit de la donnée qui peut être utile dans des cycles de conception, d'amélioration de production. Et tout ça, en fait, on a ces données-là qui circulent, mais on les utilise que très peu, alors qu'elles peuvent être très utiles au cycle de production. Aujourd'hui, l'intérêt de mettre ce type de solution en œuvre, c'est de pouvoir, sous 3 axes, pouvoir connecter les équipements qui sont existants ou les nouveaux équipements, pouvoir analyser leurs données pour améliorer le process et optimiser l'utilisation des machines. Et puis derrière, pouvoir déployer des algorithmes, on va dire intelligents, entre guillemets, qui vont permettre justement d'optimiser ça et d'avoir une production qui soit un petit peu plus optimale et une utilisation des machines rentabilité qui soit plus grande. Alors aujourd'hui, sur ce type de solution-là, on va trouver 3 grandes familles de solutions. Ce qu'on va appeler les solutions Edge, qui sont des solutions locales, qui vont permettre de collecter de la donnée en local, de pouvoir la traiter, la visualiser et pouvoir tout simplement optimiser le flux directement en local sans connexion extérieure. On a les solutions cloud qui vont permettre, elles, de pouvoir remonter vers un cloud, de faire du traitement sur des installations multisites, par exemple, pour comparer 2 sites distants, pour pouvoir remonter les données sur un cluster, par exemple, d'analyse de données qui va être déporté. Et enfin, on va avoir des solutions qui vont être hybrides, où on va pouvoir à la fois avoir une solution Edge en local, mais on va pouvoir également connecter ça vers le cloud. Et c'est notamment les solutions, ce qu'on appelle nous Edge Factory Box, qui sont des solutions hybrides.
On va pouvoir changer de slide. Voilà. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va avoir sur une installation qui va être tout à fait commune à toutes les installations, différents ateliers ou différentes usines sur lesquelles on va avoir des machines qui vont être connectées ou pas. Le principe, en fait, c'est de pouvoir récupérer les données de ces différentes machines-là. D'habitude, on les remonte directement vers un SCADA, vers une solution MES, ERP pour faire de l'envoi d'ordre de fabrication, par exemple, ou du suivi de données. La partie SCADA va permettre de remonter normalement les données qui vont être visualisées pour le traitement de la donnée, la visualisation en tout cas. La solution Edge vient se caler directement au milieu. Donc la solution Edge, elle va récupérer les données sur les différentes machines. Et cette Edge, en fait, compte en interne un système d'exploitation et des applications propres qui vont permettre justement d'analyser ces données-là. On va prendre le cas de tout ce qui va être TRS, de tout ce qui va être suivi de production avec les pièces bonnes, les rebuts, ainsi de suite. Pouvoir avoir une analyse un petit peu plus poussée, en fait, en évitant tout ce qui va être traitement via des fichiers Excel, via des documents papier sur lesquels on va mettre des ordres de maintenance, etc. Tout ça va être fait de manière complètement numérique, avec une sauvegarde qui va être faite en local sur la Edge. Des données vont pouvoir être stockées un petit peu plus haut dans une base de données SQL, par exemple, ou directement envoyées vers le RP. Et puis derrière, on va pouvoir également remonter ça, comme on le voit en haut, sur la partie cloud, en fait, pour faire du stockage grande capacité, par exemple, ou du traitement complémentaire. Alors, l'avantage des solutions Edge et l'avantage de traiter la donnée, premièrement en local, c'est de pouvoir éviter tout ce flux de données qui peut être parfois trop large ou une bande passante qui peut être un petit peu trop grande. On va vraiment traiter les données en local et ne remonter vers le cloud uniquement les données qui peuvent être utiles au fonctionnement de l'installation. On voit plus bas, en fait, qu'on va pouvoir connecter, alors ça, sous différents protocoles. On va avoir du S7, on va avoir d'OPC-UA, Modbus TCP, Modbus RTU avec des passerelles, de l'Ethernet IP. Et en dessous, on va pouvoir remonter également via du MQTT, du CAN, du LoRa, ou peu importe les protocoles qu'on peut avoir sur un niveau inférieur. Voilà, donc le principe, c'est vraiment de pouvoir collecter la donnée, de pouvoir la traiter et de la remonter. Alors, pour vous donner quelques exemples, alors on voit sur la partie de droite, sur les copies d'écran, des copies d'écran des applications sur lesquelles on voit le traitement de la donnée. On va prendre le cas d'un sous-traitant automobile où lui, ce qu'il souhaitait avoir, c'était une visibilité sur l'occupation des machines. Donc aujourd'hui, quand on installe une nouvelle machine, on souhaite savoir son taux de rentabilité et son taux d'usage, en fait, pour connaître la rentabilité. C'est ce que ce client-là souhaitait faire. Donc pour ça, on a mis la Edge Factory Box qui nous a permis justement de venir collecter les données, d'avoir un suivi TRS de la machine pour savoir combien de temps elle était réellement utilisée sur site. Et pour ça, en fait, la Edge Factory Box était le produit qui répondait le mieux à ce besoin-là. En termes de budget, on voit un petit peu la durée de mise en service, le budget que ça a pris. Et sur la partie de droite, le client, en fait, a vu une amélioration et surtout, il a pu, dans un sens, récupérer ces données-là et voir que ces machines étaient moins disponibles qu'il ne le pensait et forcément, il a pu améliorer, en partant de ce principe-là, la disponibilité de ces machines. Deuxième exemple, si on peut, deuxième exemple, la partie cloud. Donc, on parlait tout à l'heure de solutions hybrides qui étaient la Edge Factory Box. Là, on va parler de solutions cloud sur laquelle aujourd'hui, un client souhaitait de la supervision de machines en temps réel, distantes, puisque les machines étaient placées sur différents sites. Le principe, c'était de pouvoir connecter toutes ces machines avec des petits boîtiers qu'on appelle l'IoT 2040, qui collecte de la donnée et qui remonte ça directement vers le cloud. Donc là, l'analyse, au lieu d'être faite en local, a été faite directement en déporté, ce qui a permis justement de faire de la connexion multisite, de pouvoir comparer les machines entre elles, de pouvoir comparer surtout leur
temps d'utilisation et leur temps d'occupation. Et là, ça a permis justement d'avoir une supervision plus globale des différents sites et pouvoir avoir une vue plus globale sur l'utilisation de ces machines. Et les coûts, du coup, donc là, on est un peu plus, mais l'accompagnement Siemens. Ok. Tu avais un autre, voilà. Du coup, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de nous présenter Toufik sur notamment les deux exemples qu'il a pris? Je regarde un peu. Non, alors il y en aura peut-être après, suite à la présentation, peut-être. En tout cas, merci Toufik. Du coup, Régis Vernet de The Weave, tu vas nous parler donc du cas de la machine du coup non communicante. En quelques mots, si tu peux nous te présenter The Weave en quelques mots peut-être. Bonjour à tous. Donc, je suis Régis Vernet, je suis le responsable des projets IoT à The Weave. Alors, qui est The Weave? Nous sommes une entreprise basée à Nancy et nous éditons un logiciel qui s'appelle le What is What. Le but du What is What est de fournir une solution intégrée d'aide à la décision et au pilotage en général, on va dire, de lignes de production ou autres. Et comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Eh bien, en fait, on collecte des données alors qu'elles viennent d'humains, de logiciels tiers, de fichiers CSV, Excel, ou justement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de capteurs. Que ces capteurs soient des capteurs individuels, donc ce qu'on appelle de l'IoT, des capteurs IoT simples, ou alors d'automates et autres. Donc, on peut passer à la suite, s'il te plaît. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un cas un peu particulier, celui du cas de la machine qui, elle, ne communique pas, ou qui éventuellement a les capacités de communication, mais qui sont non inconnues, en fait, ou non spécifiées. Donc, dans ce cas-là, il faut... alors, déjà, il faut éventuellement savoir s'il y a besoin, s'il y a un intérêt à rendre cette machine communicante, bien sûr. Et à partir de là, eh bien, trouver la solution pour collecter les données utiles de cette machine et les renvoyer vers le système d'analyse de données. Ce genre de projet donc, se fait toujours en 3 étapes. La première, qui a déjà été évoquée par mes collègues, qui est l'identification des données utiles et disponible, bien sûr, ce genre de machine. La raison est simple, c'est qu'il faut vraiment évaluer les gains que pourront apporter le fait d'interfacer cette machine au système de données. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de compétences particulières. Déjà un expert métier qui sait quelles données seraient intéressantes à extraire de cette machine, et un expert de la machine qui pourra dire si éventuellement c'est faisable ou pas. À partir de là, vous devez passer à une étude de faisabilité qui est comment extraire ces données, quels sont les besoins matériels en communication et autres. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un expert IoT. Et la dernière étape est bien sûr la mise en place et la validation du système. Donc on va se concentrer maintenant sur cette partie de mise en place qui est toujours basée sur elle aussi 3 parties. Donc la partie mesure, où là il faut éventuellement instrumenter la machine, rajouter les capacités de mesure. Alors parfois elle les a déjà intégrées, c'est possible. On peut même déjà parfois les obtenir à partir d'un automate intégré ou d'un système de communication qui n'était pas forcément connu au départ. Ou alors il faut rajouter du matériel pour pouvoir effectuer ces mesures, alors, en fonction des besoins. Est-ce que c'est de la mesure de température? Est-ce que c'est un compteur de pièces produites? Est-ce que c'est juste, oui, on va récupérer le signal qui dit que la machine est en production, le signal qui dit que la machine ne produit pas, etc., etc. Il y a aussi moyen dans ce cas de figure de rajouter des sorties pour rajouter des fonctionnalités comme des alertes
qui n'existait pas forcément sur la machine, qu'on peut rajouter en même temps de la mise en place de la communication. La deuxième partie, c'est l'acquisition de ces données. Donc, cette partie est quasiment la plus importante puisque c'est concerne déjà la captation et mesure, mais aussi la bufferisation et éventuellement, ce que Toufik a déjà présenté, c'est la partie edge computing dans laquelle on va éventuellement faire du pré-traitement et ce qu'on pourrait dire de l'écrémage de données, c'est-à-dire de réduire la quantité de données qu'on va envoyer vers l'extérieur. Et enfin, la dernière partie qui est la communication, qui là doit s'adapter elle aussi à l'existant. Alors, est-ce qu'il y a un réseau Ethernet? Est-ce qu'il y a un réseau Wi-Fi? Est-ce qu'il n'y a aucun des deux? Ou est-ce que même ils sont inutilisables parce que réservés à d'autres besoins? Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être ajouter un deuxième réseau ou alors utiliser un réseau mobile. J'ai une question là, on me demande si tu peux préciser juste la notion de bufferisation. Alors, la bufferisation, c'est le fait de conserver les données au niveau de la machine, on va dire. Donc, dans ce système de captation de données et qui permet de les conserver assez longtemps pour les envoyer un peu plus tard s'il y a un problème de communication. Si la communication est lente ou si elle est instable. Hein, on prend un réseau mobile, par exemple, c'est pas fonctionner 24 heures sur 24. Il peut y avoir des coupures de communication. Donc, la bufferisation, c'est le fait de conserver les données et d'éviter de perdre les données. Ça permet de gérer aussi une charge de transport de données ou pas spécialement? Alors, ça permet de le faire si ça permet de le faire si par exemple on dit voilà, on veut toutes les données de la journée, mais on ne veut les envoyer que la nuit. Dans ce cas-là, on bufferise la journée et on envoie tout ça la nuit. Okay. Ou ça permet aussi de le faire si on rajoute du edge computing pour faire du pré-traitement et réduire la quantité de données utiles. Par exemple, au lieu on fait une captation à la seconde, mais on ne veut envoyer que la moyenne à la minute, par exemple, ou à l'heure. Et dans ce cas-là, on bufferise, on fait nos calculs et on n'envoie que les résultats des calculs. Ok, merci. Du coup, les choix techniques, du coup. Alors là, je ne vais pas aller dans le détail parce que certains ont déjà été exprimés auparavant. Il y a un point bien sûr important, c'est alors de nos jours la consommation d'énergie. Bien sûr le coût, ça c'est de tous les temps. Et par contre, la partie des compétences disponibles, l'adaptation aux compétences disponibles chez le client et aux préférences historiques. Alors parfois, le client se fiche complètement du matériel qu'on peut mettre en place. À l'inverse, il a éventuellement des compétences en interne. Et donc dans ce cas-là, il faut essayer de s'adapter aux compétences internes pour que justement le client puisse maintenir par lui-même, si pas toute la partie tout le nouveau système, au moins une partie du nouveau système. Ok, d'accord. Bon, je vais vous présenter les deux possibilités extrêmes de mise en place physique. Donc vous avez, et entre ces deux possibilités, vous avez tout un panel de patchwork. Disons que vous avez déjà la solution tout en un où en fait vous allez rajouter du matériel qui fait l'ensemble de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet de rajouter des entrées et éventuellement des sorties, qui va faire la captation, la bufferisation, le pré-traitement et la communication. C'est-à-dire que en fait tout est vraiment intégré. Vous avez des entrées, la bufferisation, éventuellement du pré-traitement pour réduire la quantité de données et voire même de la gestion événementielle, c'est-à-dire que vous pouvez déclencher des alertes sur telle ou telle valeur, d'accord. Et toute la partie communication, donc en Ethernet, Wi-Fi, LoRa et autres. La solution modulaire, ce serait plutôt, vous séparez en fait chacun des modules en trois matériels, trois éléments matériels distincts. Voilà. Ok. Tu nous montres un cas concret du coup sur la surveillance traitement des eaux. Voilà, c'est ça. Donc là, on va résumer un peu le cahier des charges. Donc déjà, le cahier des charges, c'était il fallait s'adapter aux compétences du client. Ce que je revenais dessus. Sachant que les compétences du client étaient à la fois des compétences internes et des compétences en sous-traitance
qui, elle, était plutôt orientée Siemens. Les points particuliers, c'est qu'il n'y avait absolument aucun réseau et qu'il y avait l'impossibilité d'en installer un. Par contre, il fallait garder des coûts réduits et le client voulait surtout une visualisation de la gestion d'événements, mais n'avait pas de volonté de faire du contrôle à distance. Donc, on a choisi une solution adaptée aux besoins du client, c'est-à-dire qu'on s'est basé plutôt sur du Siemens. On a mis un automate Siemens et un boîtier IoT 2040. Donc, l'automate Siemens sert de carte d'entrée-sortie. L'IoT 2040 fait de la bufferisation et le pré-traitement et un routeur 4G pour la communication. Et du coup, aujourd'hui, ils ont un suivi des données en temps réel, ils ont les tendances historiques, ils ont des gestions d'alarme et ils vont, dans les mois qui viennent, utiliser cela pour mettre en place une GMAO basée sur ces données. Ok, merci pour cet exemple que je vais essayer. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde dans le chat. Non, j'en ai pas. En tout cas, c'est clair. On voit bien entre machines communicantes, non communicantes, les particularités de chacun des deux approches, quoi, en tout cas. Je vous propose de continuer du coup avec Étienne Barrier, qui est un autre offreur de Calliope, offreur de solutions, du Grand Est également, sur l'intégration d'un objet connecté dans votre infrastructure réseau. Étienne, je te laisse la parole si tu veux un petit peu présenter Calliope. Voilà. Oui, merci Bernard. Alors effectivement, mon intervention prendra vraiment la suite très logique de celle de Toufik et Régis. Une fois qu'on a la donnée, comment est-ce qu'on peut la transférer et intégrer cela dans son réseau. Alors en quelques mots, qui est Calliope? Calliope, c'est un spécialiste de la mise à disposition de données industrielles. Pour ça, on utilise essentiellement des solutions IoT, nous particulièrement des solutions LoRaWAN, et également nous mettons en forme donc des plateformes d'exploitation pour chez les clients, des plateformes d'exploitation des données. Notre leitmotiv, en fait, c'est de donner du sens aux données. Je vous propose de tout de suite passer sur l'IoT et l'infrastructure. En fait, la grande évolution de l'IoT, c'est que ça vient chambouler les strates qu'on connaît classiquement sur une infrastructure réseau, où on avait en fait où on a toujours des réseaux dédiés sur les capteurs terrain, sur les locaux industriels, etc. Aujourd'hui, avec l'IoT, en fait, on fait directement communiquer les plus basses couches, c'est-à-dire ce qu'on a ici en capteur actionneur, avec les plus hautes couches qui peuvent être soit le web, si on fait un IoT que je qualifierais de pur beurre, ou alors déjà le renvoyer sur les serveurs industriels si on ne souhaite pas sortir sur le web. C'est donc une très très grosse évolution qui se fait. Et je pense qu'il est intéressant effectivement de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette évolution de l'infrastructure réseau et quelles solutions techniques on a. La communication de l'IoT, on peut passer à la slide d'après Bernard. La communication en IoT, c'est par excellence, je dirais, la communication radio. Alors, il y a des communications filaires qu'on connaît, mais dans les radios, c'est souvent là qu'on a le plus de questions. On a ici séparé, je dirais, en deux grandes parties. Il y a d'un côté, c'est ce qu'on voit à gauche, c'est les réseaux opérés. En fait, il y a des réseaux IoT qui ne sont pas forcément très connus, du grand public en tout cas, qui sont des réseaux opérés par des opérateurs, Orange, Bouygues, Sigfox, etc. Ces réseaux-là, on va assez rapidement les écarter en industrie. C'est des réseaux qui ont une relativement bonne couverture nationale, surtout en extérieur. Or, on sait que dans l'industrie, il y a des données qu'on doit aller chercher dans certains locaux techniques qui sont parfois très, très difficiles d'accès. Et donc, on va préférer en fait déployer des réseaux privatifs. C'est sur la partie de gauche. Et là, il y a aussi profusion de protocoles de communication. Des protocoles comme N-Ocean qui sont typiquement des protocoles de très courte portée, le Zigbee moyenne portée. Les protocoles qui sont assez connus, comme évidemment même très connus, comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth. Celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui et celui sur lequel je vous propose de faire un focus, c'est le LoRaWAN. Pourquoi? Parce que le LoRaWAN est vraiment un protocole qui va être dédié à transporter de la donnée en faible quantité et loin. Et c'est certainement aussi le protocole sur lequel on en entend parler, mais qu'en fait, on ne connaît pas, le Wi-Fi. Je pense que nos interlocuteurs le connaissent largement.
Donc le LoRaWAN, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est l'opposé en fait de la 5G ou du Wi-Fi. La 5G, le Wi-Fi, c'est la continuité technique en termes de débit, en termes de réseau de l'Internet. Le LoRaWAN, c'est tout l'inverse. En fait, le LoRaWAN, on est sur du très faible débit et on est sur de la longue, voire de la très longue portée. C'est des caractéristiques qui sont propres à ce réseau-là et qui peuvent être très intéressantes quand on a de la donnée brute à transporter. De la donnée brute, ça va être du relevé de compteur, ça va être du comptage de pièces, ça va être exactement en fait ce qu'ont présenté Toufik et Régis, et surtout quand dans le edge computing, on a valorisé cette donnée et qu'on ne va transporter finalement que les données qui nous vont bien. On est avec le LoRaWAN plus dans une notion de flux de données que de temps réel. On entend parler parfois du temps réel, les automaticiens savent ce que c'est que le temps réel, on parle en millisecondes. En LoRaWAN, l'unité de transport du paquet d'informations, ça se compte en minutes. Donc vous voyez qu'on a du flux d'informations, mais on est en termes techniques assez éloigné du temps réel. On peut passer au slide d'après, Bernard. Vous avez deux grandes façons en fait de gérer du LoRaWAN dans l'industrie. Soit on va gérer le LoRaWAN directement dans son réseau industriel en fait sans aller sur le web, et on va pouvoir utiliser le LoRaWAN comme un bus terrain qui va pouvoir nous remonter en fait des informations de produits qui vont être directement communicants. C'est la partie qu'on voit en haut, et on en trouve dans le commerce. Là je vous ai pris différents produits du commerce, des capteurs de niveau, des relevés d'impulsion, des capteurs de température, qui eux sont intrinsèquement communicants en LoRaWAN, ou alors vous avez sur la ligne d'en dessous des passerelles LoRaWAN qui viennent aller récupérer des informations de compteurs très traditionnels, et Dieu sait si la métrologie en industrie, c'est un métier de spécialistes, et les fabricants de capteurs le savent très bien, et donc il peut être intéressant de rendre en fait ces capteurs communicants sur le réseau LoRaWAN. Ça c'est l'intérêt des passerelles LoRaWAN. On va donc transporter en fait l'ensemble de ces données vers un ou plusieurs concentrateurs qui eux vont remettre à disposition les données collectées. On peut faire du edge computing cette fois-ci, soit dans les passerelles, soit dans les objets, soit dans le concentrateur. Et on va remettre ces données à disposition d'un applicatif dédié directement sur l'Ethernet de l'entreprise, d'un réseau d'automates ou d'informatique avec du Modbus TCP/IP par exemple, ou avec de l'OPC-UA, et là, ou avec aussi des API qui peuvent être mises en place pour aller communiquer. Donc l'API, c'est une passerelle de communication entre deux systèmes informatiques pour aller communiquer ces informations-là. Donc ça, c'est, je dirais, la chose la moins ouverte sur le web. On parlera encore d'IoT, même si on ne va pas sur Internet, mais ça va nous faire un bus terrain qui va directement communiquer avec les serveurs. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'IoT pour ce qu'il a de plus complet, à savoir l'utilisation du web. On va retrouver nos couches en fait terrain, celles qu'on avait en haut, les objets, les capteurs, mais cette fois-ci, le concentrateur, au lieu de le renvoyer sur les serveurs de l'entreprise, va le renvoyer sur un applicatif en mode SaaS, et c'est là qu'interviennent des fabricants de passerelles qui mettent donc toutes ces dispositions, pas de passerelles, pardon, de plateformes, qui mettent tous ces outils à disposition, et les plateformes sont interfaçables avec différents API, avec d'autres systèmes d'information. Ça peut être des systèmes d'information de fournisseurs. On voit par exemple dans l'énergie Enedis, GRDF qui mettent très facilement les données à disposition. Ça peut être des interfaces avec les données de production si vous voulez récupérer des informations de votre ERP, de votre BI, ou des données plus techniques comme des données de température extérieure, etc. Et enfin, on le voit en bas, on en a assez peu parlé aujourd'hui, mais je crois que c'est un élément qui est fondamental dans l'industrie 4.0, c'est le système OPC-UA. Ça fera très certainement l'objet d'un autre séminaire, mais évidemment, vous pouvez avoir des clients OPC-UA qui vont venir là aussi communiquer les informations nécessaires vers l'applicatif qui va être en mode SaaS, en mode PaaS. Voilà, vous le dédiez ou vous ne le dédiez pas, c'est un autre sujet. Et derrière, on va pouvoir exploiter la donnée complètement. Juste, si tu peux préciser en quelques mots, un client OPC-UA, du coup, à défaut tout de suite au futur séminaire. Ouais, l'OPC-UA, c'est une banque de données en fait standardisée dans l'industrie, où on va pouvoir retrouver l'ensemble des données qui vont venir d'automates, qui vont venir d'ERP, et sur lesquelles on va en fait standardiser leur mise à disposition des données. Donc, on va faciliter le transfert de données avec un protocole commun
donc qui a été initié à l'origine par de l'OPC-DA et qui est une évolution en fait de l'OPC-DA vers UA, UA étant Unified Architecture. Ok, ben, merci de la précision. Je t'en prie. Alors, le LoRaWAN, est-ce que c'est plug and play? Ça, c'est une grande question. C'est souvent ce qu'on nous dit. Ouais, le LoRaWAN, c'est facile, on va y aller. En fait, c'est plug and play quand on est formé et quand on a quand même des compétences. Il y a des vraies questions sur le choix des équipements, sur l'installation, sur la mise en place du réseau. Bref, si on veut que ça se passe bien, soit il y a des compétences en interne, ce qu'a évoqué Régis, sur cette notion de compétence et de volonté de maîtrise chez le client, soit on se fait accompagner par des professionnels. Vous voyez en haut l'exemple d'une trame LoRaWAN pour de la mesure de courant avec des boucles Rogowski. Voilà, c'est pas tout de suite hyper intuitif, donc c'est quand même bien, je crois, de se faire accompagner par des spécialistes, même si, reconnaissons-le, et c'est une des grands intérêts de l'Internet de l'objet, c'est que ça fait quand même diminuer le niveau d'expertise nécessaire chez le client pour pouvoir utiliser toutes ces datas-là. Je propose de conclure avec un résumé dans les grandes lignes de ce qu'est le LoRaWAN. Globalement, il faut le voir comme un complément au réseau existant. On vient compléter des réseaux Ethernet et même dans des usines qui sont déjà très fortement en Ethernet. C'est du faible débit, longue distance, de l'information qui est poussée en flux. On peut aller ou ne pas aller sur le web avec du LoRaWAN. C'est une solution qui est légère, qui est accessible, mais qui nécessite quand même des compétences, de l'engagement. Et globalement, ça rend possible des projets en termes de coûts, en termes de ressources, qui ne l'étaient pas avant que ces protocoles et avant que, grosso modo, l'industrie 4.0 n'arrive. Voilà. Juste 3.0, 4.0, si tu as un petit commentaire, juste pour l'évolution, ouais, surtout bien sûr. sur... La version normée dit qu'on a eu l'industrie 1.0, 2.0, 3.0. Le 1.0, c'était la mécanisation. Le 2.0, l'électrification. Le 3.0, c'est l'arrivée de l'informatique, de l'automatisme industriel, des robots également. Et le 4.0, c'est l'arrivée de la couche de communication et d'intercommunication entre tous ces appareils. Merci. Christophe l'avait présenté rapidement au tout début, mais c'est bien de le rappeler. Ok, ben merci pour ta présentation, Étienne. Pareil, très pédagogique, je trouve. Moi, j'ai juste une question, alors, à moins qu'il y en ait d'autres, pas pour le moment. Dans la présentation de Calliope, tu disais que, enfin, j'ai vu, tu as un rapprochement avec d'autres offreurs, puisqu'on est quand même au sein de la communauté des offreurs de solutions là, qui proposent le webinaire, donc notamment avec Solutech, eWatch. C'est la genèse un peu de ces rapprochements? Alors, la genèse de ce rapprochement, c'est que quand j'ai créé Calliope en 2018, il y a un moment, il a fallu aller un petit peu plus loin en termes de capacité d'extension. Et c'est vrai que j'ai cherché à me rapprocher de gens avec qui j'avais des contacts et avec qui on partage des vraies valeurs. Et Solutech est un des membres très actifs de la communauté des offreurs de solutions, des automaticiens que Toufik connaît particulièrement bien. Ce sont des grands spécialistes en Siemens. Et Bruno Velten, vous voyez, il y a une complémentarité très forte en fait entre nos activités et ce qui a fait en fait que Solutech est devenu actionnaire actif de Calliope. Et on va même au-delà dans la communauté des offreurs, c'est qu'aujourd'hui on présente des offres communes avec d'autres offreurs qui sont RF Conception sur la RFID et Epicea.net sur la partie ERP pour pouvoir offrir des solutions complètes sur la traçabilité et du flux de matière et de la traçabilité des machines et l'interconnexion technique avec l'ERP. Donc, on voit vraiment que la communauté des offreurs, ça permet, quand un client fait appel à un offreur, d'ouvrir en fait le champ des possibles en termes de techno et d'avoir des entreprises qui se connaissent et qui savent fonctionner ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment l'exemple que je citais rapidement dans les actualités par rapport au client Baral, là, vous êtes aussi réunis entre plusieurs offreurs pour apporter cette réponse. Quoi. Tout à fait. Et rendons à César ce qui est à César. Les premiers à avoir initié la chose, c'est The Weave avec deux autres offreurs. Effectivement. Ok, merci encore Étienne pour cette présentation également. Jean-Christophe, on voit à l'IoT, il y a beaucoup d'enjeux autour de la sécurité, de la cybersécurité. Ça fait les gros titres des journaux. Et ce serait bien que tu en parles un petit peu. D'accord, merci. Toujours très intéressant
ces différentes interventions autour de l'IoT. Donc très rapidement, je vais présenter le programme Captronic, ça va me prendre moins d'une minute, montre en main. Donc programme Captronic, programme national Captronic, créé par le CEA, BPI France et la DGE, ministère de l'Industrie, et membre de l'Alliance de l'Industrie du Futur. Donc nous intervenons dans un champ qui est peut-être assez particulier, qui concerne les systèmes électroniques, donc schématiquement de l'IoT, juste avant, mais vraiment juste avant le cloud, en intégrant effectivement les éléments de communication. Nous ne sommes pas bureau d'études, nous ne sommes pas offreurs de solutions à proprement parler, nous ne sommes pas fournisseurs de matériel, nous intervenons surtout comme tiers de confiance ou assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'ensemble de la communauté des offreurs de solutions, de manière à un petit peu à reprendre les projets, à les remettre en forme, à les restructurer, hiérarchiser, reprendre les exigences, réécrire effectivement les cahiers des charges, les documents de spécification, les documents contractuels, de manière à fluidifier un petit peu quelque part les projets globaux d'industrie 4.0. Et puis surtout, on a aussi une mission un petit peu pour lever des verrous technologiques quand ils existent, en tout cas de les identifier en amont, de faire un petit peu de prévention, ou en tout cas en matière de développement technologique, de lever les verrous, et puis quand c'est nécessaire, d'orienter effectivement l'entreprise vers des experts ou des centres de compétences capables de répondre à ces verrous, de manière à ce que ces verrous ne soient pas un frein sur la marche globale du projet. Donc pour ça, on dispose d'un réseau national pour le faire. Et comme Voilà. tu l'as dit, on voit bien que la communauté des offreurs, c'est des experts qui se réunissent et qui sont vraiment des faiseurs et non pas des diseurs. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on oriente effectivement vers les offreurs de solutions, bien sûr, en fonction des projets. Donc, on va un peu parler très rapidement de cybersécurité industrielle, je précise. C'est intéressant puisque, en fin de compte, de manière très générale, on parle beaucoup de cyber, des systèmes d'information et autres. On en parle beaucoup, les ransomware, les virus et autres. Et la cybersécurité industrielle est un domaine particulier dans l'environnement cyber, puisque en termes de réglementation, on va dire que la cybersécurité, c'est la norme 27000 et la cybersécurité, c'est la norme 62443 qui est très spécifique à la partie industrielle, qui reprend effectivement la trame cyber globale, mais avec ses spécificités autour de l'IoT, des protocoles de communication et notamment la sécurisation de l'îlot de production. Donc, quelques exemples effectivement d'attaques, hein, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour montrer que c'est quand même une existence réelle. Il n'y a pas que le PC Windows 10 et la boîte mail qui se fait attaquer, mais on a aussi les automates, on a aussi les objets connectés qui disposent d'OS, on a aussi des attaques autour des vieux PC qu'on trouve sur les lignes qui sont encore sous Windows XP ou Windows 95, qui ne sont pas maintenus et autres. Donc tout cet environnement-là peut aussi faire la cible d'attaque. Et notamment, on voit apparaître un virus qui s'appelle Snake, qui est de plus en plus spécifique à la partie industrielle et qui profite en fin de compte des failles autour de l'IoT, autour du PC embarqué qui se trouve auprès de la ligne de production pour remonter quelque part vers le cloud. Donc voilà, donc tu peux passer au suivant. Là, je ne vais pas m'étendre, simplement, c'est juste quelques lignes sur une attaque qui a été vécue Ouest-France. Effectivement, c'est une attaque, on va dire, bureautique quelque part, mais qui a été tellement vite, qui s'est propagée tellement vite qu'elle a attaqué en fin de compte les robots de chargement de bobines, les robots de chargement ont été bloqués, les lignes d'impression ont été bloquées. Et bien sûr, comme toujours, hein, ça se passe la nuit ou le vendredi ou le week-end. C'est quand même beaucoup plus facile d'attaquer une entreprise à ce moment-là. Il y a un peu moins de monde. Et ce que je vous conseille, c'est surtout de prendre connaissance des remarques ou des retours des différentes personnes concernées, où on a plutôt un langage guerrier, un langage militaire qu'un langage d'industriel. Effectivement. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelque part, l'industrie, en plus des systèmes d'information tels qu'on les connaît, tels que la presse nous montre, l'industrie est une formidable aire de jeu pour les hackers. Je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas pour les structures un petit peu hostiles. Pourquoi c'est une formidable aire de jeu? Bien sûr, c'est le rêve de l'industrie 4.0, c'est qu'effectivement, on va fluider l'information à travers une automatisation, une informatisation des différents îlots de l'entreprise. Tout ça, c'est connecté. Bien sûr, la connectivité est très bien.
mais ça fait aussi, ça engendre des failles, malheureusement. Mais bon, quand on les connaît, c'est quand même intéressant, c'est quand même beaucoup plus facile après de se protéger. Donc voilà, c'est un air de jeu parce que l'industrie 4.0, c'est aussi une industrie hyper connectée. Au suivant. Et donc, elle est hyper connectée, mais avec quand même quelques failles, en tout cas quelques défauts qui sont liés en fin de compte à cette hyperconnectivité. C'est qu'on va vraiment de plus en plus du capteur, donc du très bas niveau, jusqu'au système d'information, de manière très vite, avec des liens physiques, c'est-à-dire de la radio, mais aussi du filaire, avec des ensembles complètement hétérogènes en matière de technologie. Donc, ce qui fait que parce que ça s'est fait dans le temps, l'industrie 4.0 ou l'hyperconnectivité se fait pas sur un achat global ou un projet global. Hein. L'entreprise construit au fur et à mesure son usine 4.0 en rajoutant des briques technologiques les unes par rapport aux autres. Et il est évident qu'avec l'essor des technologies, l'évolution des technologies, eh bien, en fin de compte, l'homogénéité de tout ça est beaucoup plus difficile à construire, beaucoup plus complexe, ce qui fait que le risque de se retrouver devant des problèmes de risque informatique, il augmente avec cette hétérogénéité des différents systèmes et des évolutions technologiques qui sont mises en œuvre. On peut passer au suivant. Alors, bien sûr, le pendant, ou en tout cas l'élément marquant de tout ça, c'est l'augmentation de la surface d'attaque du système de la ligne de production. Je vais vraiment parler de ligne de production et pas système d'information. On parle vraiment de ligne de production. C'est-à-dire que on a l'entreprise, on va construire son usine 4.0 en intégrant au fur et à mesure différents systèmes. On va mettre du Windows 10 quelque part, on va mettre du Linux ailleurs, on va mettre un capteur connecté intelligent quelque part, on va mettre un automate ailleurs. On va au fur et à mesure connecter ces différents éléments, soit sur du filaire, et puis petit à petit, on va passer sur du radio avec différents protocoles. On va avoir peut-être du Bluetooth quelque part, on va avoir du Wi-Fi ailleurs, on va mettre du Zigbee ailleurs, en fonction effectivement des technologies qui existent. Et à partir de là, bien sûr, on rend le système, on va dire, beaucoup plus complexe à gérer, bien sûr, pour les personnes qui doivent gérer ça, mais avec des failles de plus en plus importantes, avec des problèmes de pare-feu qui ne sont pas configurés, des ports USB qui peuvent être ouverts là qui ne devraient pas, des connexions VPN qui ne sont pas forcément maintenues. La maintenance, évidemment, est un point important. Je discutais avec un industriel qui effectivement me parlait de pouvoir piloter son entreprise ou sa ligne de production avec son smartphone. Bien sûr, son smartphone personnel ou celui de l'entreprise, c'est une question qu'il faut se poser. Mais bien sûr qu'à partir de là, si on utilise son élément, son smartphone personnel, ne serait-ce que pour regarder l'état de la production, on prend un risque à un moment donné, pourquoi pas, de venir corrompre le système. Donc après, au-delà de l'aspect technique, et bien sûr, il y a tout l'environnement qui est autour et l'environnement humain. Donc bien sûr, l'usine 4.0, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Le passage au 4.0 augmente la surface d'attaque, augmente les failles, augmente les risques d'un problème. Heureusement, bien sûr, les solutions existent. Mais il faut pouvoir les identifier. Au suivant. Donc, quels sont les principaux types de menaces? On va retrouver exactement la même chose que dans les systèmes d'information. On va trouver les mêmes typologies d'attaques. Alors, bien sûr, le plus connu, c'est le ransomware. Hein. Bon, Renault, des grosses boîtes, voire même les hôpitaux, ont vécu ces derniers mois, ces dernières années d'attaques de ce type. Même les fournisseurs d'énergie, où on va bloquer un système crypté, et puis à partir de là, si vous payez une rançon, pour avoir la clé pour récupérer les fichiers, bien sûr, c'est pas évident, ça peut bloquer effectivement une usine. Donc il y a ça. Le déni de service, c'est ce qui est relativement facile à mettre en œuvre si effectivement on n'est pas vigilant. En gros, on fait ce qu'on appelle tomber un serveur. Hein. On envoie des requêtes. Alors c'est de plus en plus ce qui est intéressant, c'est qu'on observe les objets connectés. Ce sont souvent des outils qui sont utilisés pour envoyer des requêtes et pour bloquer les serveurs. Et c'est d'autant plus facile quand ces propres systèmes connectés sont déjà présents dans l'entreprise. Vous imaginez une ligne de production avec une multitude d'objets connectés, eh bien, la personne qui attaque va prendre le contrôle de ces objets connectés qui sont déjà dans l'entreprise parce qu'il y a une faille à un moment donné et va venir faire tomber
le serveur de l'entreprise, qui sont nativement, originellement connectés au serveur. Et là, on peut faire tomber une unité de production assez facilement. Quand je parle de faire tomber, c'est-à-dire qu'on va quelque part saturer le serveur avec une multitude d'informations, ce qui fait qu'à un moment, il ne peut plus répondre. Et physiquement, il va arrêter de répondre et il va se bloquer. En gros, c'est l'écran bleu de Windows, mais sur les serveurs. Après, bien sûr, il y a les deux autres points. On parle de sabotage industriel ou de vol de propriété intellectuelle. Ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire que quelque part, bien sûr, il y a le hacker qui le fait, on va dire, idéologiquement, mais de plus en plus, on est confronté à des États ou à des corporations d'entreprise ou des groupes d'entreprises, lorsqu'on est sur des marchés importants, qui utilisent effectivement la menace cyber pour déstabiliser un concurrent. Ça se fait de plus en plus, hein. Il faut quand même dire les choses. Nos amis américains, des fois, ne sont pas toujours nos amis. Alors, je parle d'eux, les Chinois, les Russes et tout, hein. Dès qu'on est sur un marché concurrentiel, bien sûr, il faut être relativement vigilant. Voilà. Au suivant. Alors, on a une chance par rapport à tout ça, c'est que le processus de l'attaque ou des attaques sont relativement connus. On sait à peu près comment ça se passe, on sait comment ils agissent, et puis surtout, les vecteurs d'attaque étant connus, ben, à partir de là, si on est un petit peu vigilant, si on a mis en place, on a fait une analyse de risque, si on connaît très bien son outil de production, si on en a identifié ses forces, ses faiblesses, ses failles, et qu'on a mis en place effectivement les outils nécessaires, on peut se protéger. Donc, pour pouvoir se protéger, bien sûr, il faut connaître effectivement le processus, on va dire, d'attaque qui est représenté par les petits éléments en couleur. Donc, il y a toujours on observe toujours la même méthode, hein, une reconnaissance, une intrusion, on exploite les failles, on se cache, bien sûr, pour ne pas être pris, hein, parce que, bien sûr, le DSI ou le responsable de la sécurité industrielle, bien sûr, il observe. À partir de là, on fait ça en éléments cachés, souvent c'est le week-end, c'est le vendredi soir. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle une prise de privilège, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle de la machine. On fait un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a injecté les virus, quand on a injecté ce qu'il faut, ben on fait ce qu'on appelle le mouvement latéral, c'est-à-dire qu'on va s'effacer, donc on va sortir du système, on va se camoufler. Il y a l'interruption de service qui se fait, et souvent les hackers ou les systèmes profitent de cette phase d'interruption de service pour quelque part partir et disparaître, et puis aller attaquer un autre système. Voilà à peu près le processus qui est toujours utilisé, hein. C'est un processus militaire, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On se livre une véritable guerre cyber dans l'espace cyber. Et donc, vous avez effectivement sur le point quelques éléments qui expliquent. Alors, justement, oui, je pense qu'après, voilà, donc on connaît, hein, les vecteurs d'attaque pour pouvoir faire ça, c'est l'USB, c'est le HDMI, le port RJ45, le JTAG pour la partie électronique, et puis, bien sûr, c'est tous les points d'entrée autour des IoT. Alors, que faire pour se protéger? En fin de compte, voilà 10 conseils de base pour quelque part un petit peu reprendre le contrôle de son installation industrielle. Et c'est presque du bon sens. La première des choses, c'est quand vous vous équipez d'objets connectés, là, il faut déjà se renseigner s'il est déjà sécurisé. On appelle sécurisé, c'est est-ce qu'il y a un protocole de cryptage des données? Est-ce que l'ensemble des ports qui ont servi à la conception de cet objet connecté ont été fermés, hein? Par exemple, en électronique, on développe un IoT, on a ce qu'on appelle un port JTAG qui permet de vérifier effectivement le fonctionnement électronique. Donc ça, c'est le développeur qui le fait. Eh bien, il est toujours intéressant de dire est-ce que ce port, au moment où le produit est passé en production, est-ce qu'on ne peut plus y accéder? Eh bien, posez la question et vous serez vraiment surpris. Dans beaucoup d'objets connectés, ce port n'est pas fermé. Ça veut dire que n'importe qui, avec une petite prise JTAG et un PC, peut venir, à votre insu, prendre le contrôle ou modifier le code source, s'il n'a pas été protégé. Donc voilà, ça, c'est des choses. Un port USB, il doit être utilisé uniquement à des fins qui l'ont été spécifiées. Ce n'est pas une porte ouverte. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question, bien sûr, les mots de passe. Hein, quand vous avez un système, une électronique embarquée, voire même un automate, hein, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie les mots de passe quand on le récupère, hein. On ne garde pas le mot de passe admin, et puis, en tout cas, le login admin et le mot de passe administrateur, le mot de passe 000, comme on voit.
Ensuite, et la mise à jour, élément fondamental, c'est-à-dire qu'il faut toujours veiller à une mise à jour de ces équipements. On voit encore dans les lignes de production des Windows XP ou Windows 95, hein, j'en ai encore vu il n'y a pas longtemps, ce sont des équipements qui ne sont pas maintenus en matière de sécurité. Donc les failles sont connues depuis des années. Et comme il n'y a pas de maintenance sur ces équipements, de maintenance informatique, ce qui fait que les failles ne sont pas sécurisées, on les connaît. Et donc, quelque part, c'est comme si on donnait on indiquait où était la porte, on donnait la clé, voire même on la laissait ouverte. Protéger ces informations personnelles, il ne faut pas mélanger, bien sûr, ce qui est du domaine perso en termes d'usage que des domaines d'entreprise. Il faut vraiment travailler en silo. Donc ça, c'est important. Contrôler les paramètres de sécurité de vos objets et leur application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut régulièrement vérifier effectivement les flux de données, voir ce qui se passe, être relativement vigilant sur quand un équipement ralentit, quand vous observez effectivement un débit de données important. Alors, ce n'est pas habituel, à partir de là, il faut se poser des questions. Bien sûr, il faut toujours éteindre les objets qu'on n'utilise pas. On reparle de mise à jour. Sécuriser les connexions Wi-Fi, hein, le plug and play, c'est très bien, c'est très facile. Il ne faut pas oublier que des fois, un mot de passe, c'est encore mieux, voire même de la crypto des données, c'est bien. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est extrêmement facile, avec un petit peu d'équipement, de pouvoir lire une trame entre un téléphone mobile et un IoT, entre une borne, ne serait-ce que Wi-Fi dans l'entreprise et l'ensemble du réseau IoT. Il est extrêmement facile de lire les trames qui passent, si elles ne sont pas sécurisées. Ça coûte, les équipements sont disponibles sur le marché entre 150 et 200 euros, où vous pouvez avoir l'antenne, le récepteur et en plus un petit PC, ça marche très bien. Et puis surtout, ce qui est important, c'est lorsque vous faites une mise à jour, lorsque vous récupérez les données, les équipements, les capteurs, il faut tout effacer pour quelque part éviter que, pareil, il y a des gens qui font les poubelles, hein, il y en a qui font les poubelles pour les papiers, et bien on fait les poubelles aussi pour récupérer les IoT qui sont mis à la benne. Et comme on fait la vieille histoire, hein, c'est la photocopieuse qui enregistre tous les documents. Elles sont souvent équipées d'un disque dur. Eh bien, il faut éviter de le laisser dans la nature. Donc voilà, donc c'est effectivement des éléments de base qu'il faut savoir. Bien sûr, ça ne suffit pas. Moi, ce que je conseille aux entreprises lorsqu'elles veulent se lancer dans l'industrie 4.0 avec un ensemble, une flotte d'IoT, un réseau d'IoT, de systèmes SCADA, d'automates et de PC, c'est de faire une analyse de risque. C'est, à mon sens, le b.a.-ba, c'est vraiment la base en matière d'industrie 4.0, c'est de passer par cette analyse de risque globale en intégrant le risque fonctionnel, mais le risque sécurité. Ok. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, il y a un guide que Captronic a été édité, et puis je vais vous un scoop. Je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura un guide identique, mais qui sera orienté cybersécurité industrielle, qu'on est en train de travailler conjointement avec l'ANSSI, le CETIM et la FIM, où on est en train effectivement de reprendre la norme 62443 qui est spécifique à la cybersécurité industrielle. Et donc, il y aura probablement un guide pour l'année prochaine qui sera accessible à toutes les entreprises. On en fera la promo sur le site de la communauté notamment. Sur le site, il y aura le replay et il y aura aussi le PowerPoint de la présentation avec les liens cliquables. Voilà. Merci en tout cas Jean-Christophe pour cette présentation très précise sur les enjeux et les points d'attention autour de la cybersécurité en tout cas. Je vous propose d'enchaîner du coup, de voir un peu aussi comment côté industriel, puisqu'on a vu les offreurs, mais côté industriel, alors EDF, Jean-François, tu es à la délégation régionale d'EDF Grand Est, chargé de mission innovation. EDF, c'est à la fois un offreur de solutions, enfin le groupe comme EIS, comme les filiales, sur un certain nombre d'apports, mais vous êtes aussi évidemment un industriel qui fait appel à des offres de solutions. Et donc, c'est l'angle d'attaque qu'on a choisi un peu aujourd'hui. Dans le cas, tu es un industriel, tu achètes des IoT. Pourquoi le processus? Quels sont les points de vigilance? Tu nous as préparé une belle présentation. Donc, en quelques mots, peut-être Jean-François, qui es-tu? EDF, dans le Grand Est notamment. Merci Bernard et bonjour à tous. EDF dans le Grand Est, c'est presque 10 000 salariés. C'est un des premiers investisseurs du Grand Est avec 800 millions d'euros d'investissement par an. Et puis, bien sûr, EDF, c'est présent sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, hein, de la production. Alors, les centrales nucléaires, bien sûr, en exploitation, on pense à Cattenom,
chauds, Nogent-sur-Seine, et puis il y a aussi des sites en déconstruction qui nécessitent pas mal d'investissements, de travaux. Donc on parle de Chaux A, par exemple, une ancienne centrale arrêtée, qui est en déconstruction, et puis bien sûr Fessenheim, hein, qui est d'actualité, qui va être en déconstruction. Le thermique, avec le cycle combiné gaz de Beno et Pont-à-Mousson, l'hydraulique sur le Rhin, bien sûr, avec aussi la station de transfert d'énergie par pompage de Revin. Le renouvelable, très développé dans le Grand Est, évidemment, avec beaucoup d'éolien et de solaire. Le transport avec le RTE, donc tout ce qui est aux tensions. La distribution avec Enedis, et puis tout ce qui est négoce, vente d'énergie, service énergétique avec Dalkia. Et puis la particularité du Grand Est, c'est Électricité de Strasbourg, qui est une entreprise de distribution qui fait partie du groupe EDF, notamment. Et puis EDF aussi, par mes missions innovation, donc on s'appuie beaucoup sur une R&D qui est très forte, hein, qui est surtout parisienne, région parisienne, et avec Eifer, qui est centre de recherche en partenariat avec le Karlsruhe Institute of Technology. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit, Bernard, EDF, c'est un offre de solutions, hein, c'est pour ça qu'on adhère à la COS, mais aussi, et c'est l'angle que je vais aborder aujourd'hui, on est aussi, je vais vous exposer le point de vue du maître d'ouvrage, quelque part, qui recherche des solutions 4.0. Voilà. Donc, l'IoT, on l'a vu, c'est un formidable relais de croissance et de transformation pour une entreprise. Donc, il faut absolument y aller. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et ça permet de se transformer à la fois, de transformer à la fois l'expérience utilisateur, donc pour intégrer l'IoT dans ses propres produits et services, hein, pour connecter les usages. Bon, on peut parler par exemple de Linky, hein. On transforme un, un compteur voilà, classique, on le rend communicant pour permettre l'arrivée de nouveaux usages et faciliter la transition énergétique, tout ce qui est smart grid, etc. On peut aussi utiliser l'IoT pour changer le modèle économique. Voilà, par exemple, chez EDF, on a développé le service SOWI qui se base finalement sur le concept d'un modèle Comfort as a Service. Et puis tout ce qui est transformation des aspects productifs, anticiper les défaillances d'équipements, les approvisionnements, améliorer la qualité, la production, etc. Et EDF a développé par une filiale qui s'appelle Metroscope tout un système qui allie à la fois l'intelligence artificielle, jumeaux numériques, qui permet effectivement d'anticiper les défaillances des composants d'un procédé industriel. Et ça a été mis en place dans les centrales nucléaires notamment, et ça peut être transposable sur des industries plus conventionnelles. Alors, une démarche de transformation, on l'a vu, mais c'est finalement aussi à la base une démarche d'innovation qu'il faut traiter en tant que telle avec les outils, les méthodes associées, en partant ça a été dit précédemment aussi, hein, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but, c'est d'abord répondre à des besoins clients que l'on a à conquérir, c'est améliorer son système productif par un bilan qu'on a pu faire. Ce que je dirais, il faut prioriser le déploiement par une roadmap en agissant ciblé, en passant globalement, c'est-à-dire avoir une vision de la cible, voire une vision d'aigle, hein, sur là où on va, une vision stratégique, pour faire les bons choix dès le départ, parce que voilà, il faut pas y aller par le petit bout de la lorgnette et puis s'apercevoir à un moment donné que les choix technologiques qu'on a pu faire, ils arrivent dans une impasse parce qu'ils ne répondent pas aux besoins finaux. Mais il faut avancer de manière aussi ciblée, pas à plat, avec un mode agile pour avoir des victoires régulières et atteindre petit à petit l'objectif. Donc ça, c'est un peu la démarche stratégique. Et ce qui est très important, ne pas oublier, c'est vraiment l'IoT, c'est effectivement une démarche technologique, donc qui va transformer le modèle de l'entreprise. Mais si on dit transformer le modèle de l'entreprise, c'est aussi transformer la relation des acteurs humains de l'entreprise face à cet outil technologique. Et la clé de réussite de cette transformation, elle passe par une démarche participative et transversale. Donc impliquer les acteurs au plus tôt, que ce soit les utilisateurs finaux, les services IT, la maintenance, l'exploitation, en partant toujours du besoin. Revoir complètement sa gestion de données, parce qu'on l'a vu aussi, il y a des nouvelles données qui sont exploitables.
des flux de données importants qu'il faut pouvoir synthétiser, traiter pour que ça soit pertinent, parce que c'est pas tout d'avoir des quantités astronomiques de données, il faut qu'on puisse en faire quelque chose, c'est l'objectif. Donc, comment on traite les alertes, les nouveaux traitements automatiques, les indicateurs, les gestions de droits d'accès, parce qu'on voilà, on peut pas donner accès à tout le monde. Et donc, ça nécessite aussi de repenser complètement les processus, l'exploitation, à nos nouveaux indicateurs de pilotage, la maintenance, du coup, doit intégrer l'IoT, ces nouveaux équipements dans leur processus de maintenance. Et puis, ça change aussi la manière de voir la maintenance. Elle est de manière, elle devient quelque part plus intelligente. L'IoT, bien sûr, ça change la relation d'utilisateur au système industriel. Donc, il faut repenser les IHM, penser l'expérience utilisateur de manière globale. Un point particulier aussi qu'on a pu rencontrer, c'est voilà, les partenaires sociaux, il faut les mouiller aussi à un moment donné parce que on l'a peut-être pas vu, mais l'IoT, ça peut aussi être des moyens de traçage de l'activité des salariés. Et il faut que tous ces partenaires soient bien au courant, bien au fait, bien et de ces aspects-là, qu'ils ne le découvrent pas après coup et que ça crée du blocage. Bref, c'est toute une conduite de changement qu'il faut mener au sein de l'entreprise. Alors, finalement, sur le visuel suivant, on voit de manière synthétique tout ce qui a été vu précédemment. Donc, que l'IoT, c'est quelque chose qui est complexe. C'est une chaîne technologique qui est complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce visuel, mais pour cibler quelques éléments d'expérience que j'ai pu avoir dans ce domaine, par exemple sur la partie capteur, la partie métrologique est importante et parfois négligée parce on a des acteurs qui peuvent être des électroniciens, des automaticiens, et pas forcément des gens de la mesure. Et bon, il faut bien réfléchir sur le niveau d'exigence qu'on doit avoir sur la chaîne de mesure. Alors des fois, la mesure elle peut être précise et ça suffit, ou elle doit être qualifiée, maîtrisée avec tout un processus qualité. Euh, et voilà, quand ça rentre dans le système de traitement de données, il faut qu'on sache ce qu'on mesure et la qualité de l'information. En termes de stockage de données, à EDF, c'est vrai qu'on est une entreprise un peu stratégique par rapport à l'énergie, donc on est un peu frileux de tout ce qui est SaaS pour les systèmes critiques. Voilà, on préfère tout ce qui est on-premise, voilà, ou des clouds privés, en tout cas, et sécurisés, avec des niveaux de confiance sur la préservation de données et la cybersécurité importants. En termes de traitement de données, c'est pareil, si on parlait de capteurs tout à l'heure, sur nos usines de production d'électricité, on a beaucoup de données vibratoires, de machines. Et du coup, il faut que les offres de solutions qui rentrent dans ces affaires-là puissent avoir des compétences, ou au moins faire le lien avec des gens qui ont des compétences sur tout ce qui est mesures vibratoires pour bien comprendre ce qui se passe. Hein. Voilà, un phénomène vibratoire, c'est pas qu'un signal électronique, c'est toute une compréhension comment dire, de systèmes plus complexes et industriels au plus près du process. Les aspects cybersécurité, on en a parlé, et c'est très important. C'est toute la chaîne qui est en cause. On en a parlé précédemment, avec un facteur humain aussi à prendre en compte, sensibilisation des salariés sur ces facteurs-là. Et voilà, du coup, EDF, on est aussi un peu frileux très prudent sur ces sujets. Et il y a un projet de développement de réseau privatif dans nos centrales pour garantir la sécurité de la transmission des données pour pas qu'elles soient interceptées. Voilà. Important aussi la maintenabilité dans les contrats qu'on peut faire, vérifier les modalités d'intervention, les délais d'intervention, comment dire, la pérennité de la maintenance sur le long terme, et puis l'évolutivité aussi, alors avec le débat open source ou version propriétaire qui peut être posé selon le cas. Après, il faut se poser la question. Donc, finalement, on voit que dans cette complexité, c'est beaucoup de questions à se poser, des choix stratégiques qui engagent l'avenir, parce qu'on commence par un bout, mais voilà,
on voit bien que c'est toute la structure qui va être impactée par l'IoT. Et du coup, la question se pose sur les moyens, les ressources qu'on a à sa disposition, le niveau d'urgence aussi. Et ça a été posé aussi tout à l'heure la question des compétences, parce qu'on voit que le champ de compétences, il est énorme entre le hardware, les réseaux, software, technologisation, cybersécurité, etc. Ben, voilà, si on a toutes ces compétences en interne, ben, voilà, c'est bon, on peut se lancer tout seul, entre guillemets, avec quelques partenaires technologiques. L'externalisation, c'est aussi un choix, mais attention, parce qu'il faut, on n'externalise que ce qu'on maîtrise, donc il faut quand même avoir des compétences en interne pour tout ce qui est recettes, rédaction de cahier des charges, etc. Enfin voilà, c'est pas aussi évident. Ou s'appuyer sur une assistance et maîtrise d'ouvrage qui va conduire le projet de manière peut-être plus sereine. Euh, avec donc du coup l'importance du choix des prestataires dans ses compétences, vérifier ses références dans le domaine sur lequel on veut travailler. Tout ce qui est, et puis le partenaire, c'est pas qu'un partenaire one shot sur l'installation d'un système, c'est sur la pérennité parce qu'il y a toute la maintenance, le service client derrière qu'il faut préserver. Voilà ce que je voulais dire sur le retour d'expérience d'un industriel sur le domaine de l'IoT. Ok, ben, je pense que tu as bien montré justement l'autre côté du miroir par rapport aux prestataires, et effectivement en tant que donneur d'ordre, les points d'attention. Juste, tu participes à la communauté de Forte Solutions, du coup, ce type de compétences, tu les trouves, tu les vois, tu échanges avec eux, en un mot. Oui, ben moi je vois que sur euh, comment dire, dans la communauté des offres de solutions, il y a un panel de compétences très, très variées. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ce sont des compétences qui sont complémentaires, qui peuvent construire finalement des offres globales en puisant des briques technologiques dans chaque société et en apportant finalement voilà, une solution globale à une problématique d'un industriel. Ok. Bah, merci Jean-François pour ton témoignage. On se rapproche de la fin de notre webinaire. Jean-Christophe, c'est à nouveau à toi pour voilà, bah, justement par rapport aux questions que tu posais, est-ce qu'on développe, est-ce qu'on fait faire l'IoT? Décidément. Bah voilà, je te laisse présenter cette partie-là à nouveau. Eh ben merci. Donc là, j'ai plus besoin de me présenter, donc c'est bien. Et je pense qu'on va faire le lien avec tout ce qui s'est dit précédemment. On a eu effectivement la vision de l'industriel, donc du client hein, qui achète ses IoT industriels. Et je dirais que quand même, c'est peut-être, dans le cas de l'industrie 4.0, c'est peut-être 80, 85, voire 90% des cas où il est évident et quand même souhaitable d'acheter ces équipements, soit en direct, soit à travers effectivement la communauté des offres, enfin les acteurs des offres qui vont sous la forme d'un travail en groupe, d'un consortium, être capables d'apporter les solutions qui vont bien. Et je dirais que ça va dans le sens et dans le bon sens effectivement économique et technologique, mais il y a des cas où la solution n'existe pas, elle n'est pas disponible, elle n'est pas présente sur le marché ou pas dans les exigences voulues. Et la seule solution qui s'offre à l'industriel, c'est de concevoir, en tout cas de participer ou de concevoir son propre objet, soit en interne si elle dispose des compétences, soit en externe avec un bureau d'études pour pouvoir concevoir l'objet connecté, l'objet industriel qui va répondre effectivement à son exigence d'industriel et qui va s'adapter à sa ligne de production. Et là, effectivement, c'est une approche un petit peu différente, même si on va trouver beaucoup de similitudes. Ça reste quand même une approche d'ingénierie, de concepteur de études qu'il va falloir dérouler au sein de l'entreprise, même si ce n'est pas son métier. Il va quand même falloir que l'entreprise qui fait faire son objet connecté sur mesure, elle va devoir quand même s'approprier les outils et les méthodes, ou en tout cas les méthodologies de conception d'un IoT industriel. Donc, c'est un petit peu, en quelques minutes, c'est ce que je vais présenter. Donc là, bon, bah, c'est effectivement la présentation globale d'un objet connecté. Et ce qu'il faut surtout retenir lorsqu'on se lance dans la conception d'un objet connecté, c'est qu'il il va être fortement dépendant de l'environnement dans lequel il va être intégré. C'est un des critères majeurs, c'est on ne fait pas un objet connecté, on ne développe pas une brique techno pour une brique techno, on ne déploie pas un objet connecté comme ça. Il va falloir effectivement mesurer,
l'impact que peut avoir l'environnement dans le fonctionnement de l'objet connecté. Donc, il faut être très vigilant sur ce qu'il y a autour. Passer au suivant. Et pourquoi il faut être vigilant? Parce qu'en fin de compte, la problématique qui se pose quand on fait de la conception, et ça, c'est la problématique de n'importe quel concepteur, c'est qu'à une fonction donnée, une fonctionnalité donnée va s'offrir devant vous une multitude de technologies, de briques techno pour répondre. Que ça soit au niveau de l'énergie avec une multitude de batteries, que ça soit au niveau de l'architecture électronique avec plein de composants. Souvent, on me pose des questions, on me dit, OK, je vais développer une électronique embarquée, mais je fais quoi? Arduino, Raspberry, ST, j'ai des plateformes de développement, j'ai tel fournisseur de composants ou d'équipements, je choisis lequel? Moi, ma réponse est simple, hein, je veux dire, toutes ces technos peuvent répondre à votre besoin. Eh bien, il va falloir les comparer, les analyser, et puis peut-être vous orienter vers celle avec laquelle vous auriez peut-être beaucoup plus d'affinité. Mais c'est vrai que c'est une problématique, c'est qu'on s'offre au concepteur plein de technologies, et à un moment donné, il va devoir faire des choix. Et on en a parlé aussi en matière de réseau, il y a plein de réseaux radio, il va falloir faire des choix. Et ces choix sont d'autant plus compliqués que, comme je l'ai dit, il y a l'environnement. C'est-à-dire que le choix de l'objet connecté, des technos de l'objet connecté, ne sont pas liés uniquement à l'objet en tant que tel, dans son boîtier, dans son packaging, mais ces choix vont être impactés par cet environnement, qui peut aller très loin. Ça peut aller même jusqu'au serveur, jusqu'au cloud, jusqu'à la plateforme derrière, ce qu'on appelle l'IHM, hein, le dashboard. Le choix de la visualisation de l'usage de la donnée peut effectivement impacter la conception même physique des choix techniques que l'on va faire en matière de conception matérielle de l'objet connecté et de logiciel. N'oubliez pas que dans l'objet connecté, il y a aussi une couche logicielle. Donc, il faut vraiment avoir cette vision process globale. On peut passer à la suite. Et donc, au-delà de ces évolutions techniques, et là, comme l'a dit Jean-François Camus, il y a les compétences, il y a l'humain. La conception d'un objet connecté, ce n'est pas l'œuvre unique de l'ingénieur de bureau d'études. Quand on se lance dans la conception d'un objet connecté, bien sûr, il y a celui qui va le faire, mais il y a aussi celui qui va l'utiliser, il y a celui qui va le vendre, il y a celui qui va l'intégrer, donc au niveau de la ligne de production. Il y a celui qui va l'intégrer dans, quelque part, le système d'information. Il y a celui qui va en assurer sa maintenance. Il y a celui qui va s'occuper de l'achat des composants. Il y a la personne aussi qui peut-être avoir un regard en matière de compétences. Est-ce qu'il faut recruter ou pas? Donc, vous voyez que le développement d'un IoT, étant donné que c'est un IoT qui va impacter l'ensemble de la ligne de production, voire même beaucoup plus loin au niveau du système d'information, ben, à un moment donné, il va falloir faire appel à toutes les compétences de l'entreprise, ou toutes ces compétences existantes dans l'entreprise et celles qui ne sont pas mais qui devront être intégrées, auront à un moment donné un rôle à jouer dans la conception de cette chaîne de mesure, de cette chaîne d'IoT industriel. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez ce qui est sur le côté, les compétences clés pour concevoir un IoT, elles sont listées là. C'est de la mécanique, c'est du matériel, hardware, c'est du logiciel, c'est du cloud, c'est des éléments de mobilité, c'est du machine learning et de l'IA, c'est de la cybersécurité. Et puis surtout, ce qui est important, c'est tout ce qui concourt effectivement à l'organisation du projet de l'IoT, de l'ingénierie de projet, de l'écriture de spécifications, du réglementaire, normes. Il ne faut pas oublier le côté réglementaire, et puis c'est tout ce qui concourt au pilotage du projet. Donc à un moment donné, il va falloir gérer toutes ces compétences-là. Alors pour le faire, le premier point, la porte d'entrée, le point de démarrage, c'est ce qu'on appelle l'expression du besoin, le cahier des charges. C'est extrêmement important de passer le temps qu'il faut pour bien écrire son cahier des charges, son besoin, ses exigences techniques, de manière à ne rien oublier. Alors, il y a des outils méthodos qui vous aident à le faire, mais souvent, l'idéal, c'est de trouver un tiers, de faire appel à un tiers qui a un regard neuf, un petit peu le regard du candide, qui ne connaît pas votre métier, qui ne connaît pas votre historique, et qui va quelque part pointer du doigt des questions, des points un petit peu sur lesquels pour vous c'est un peu trivial, ça fait partie des habitudes. Ben non, si c'est pas bien spécifié, ça peut être un risque. Donc voilà, il y a vraiment un travail de fond qui est ce qu'on appelle le recueil des besoins, qui va donner lieu à la rédaction d'un cahier des charges pour avancer.
Et ensuite, ce document-là, cette base documentaire, on va effectivement la comparer par rapport aux différentes exigences de cette chaîne de valeur de l'IoT, du besoin, les applications, la gestion de projet, le système d'information, la production. On va regarder aussi les aspects de maintenance, on va regarder le retour sur investissement, on va regarder le côté juridique du contrat et ainsi de suite. Donc, on va un petit peu mixer ça dans cette moulinette-là pour voir effectivement qui impacte dans quoi, de manière à ne rien oublier, oublier aucune information au passage, de laisser personne sur le quai de la gare, et à un moment arriver avec un document suffisamment complet pour que le bureau d'études, celui qui va concevoir, le fasse en toute sécurité avec un produit le plus rapidement utilisable. Suivant. Donc après, c'est de l'organisation, hein. Il ne faut pas oublier que concevoir, c'est aussi mettre en œuvre une organisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails en matière d'ingénierie de projet. Juste point important, ce qui se fait très peu malheureusement, c'est l'analyse de risque. On en a parlé en matière de cyber. N'oubliez jamais, quand on conçoit un équipement électronique, il faut passer systématiquement par l'analyse de risque. La raison est très simple. Quand on fait l'ingénierie de projet, on a deux éléments qui vont venir un petit peu perturber le projet. On a l'aléa qui n'est pas prévisible. Et puis, il y a un ensemble de risques qui vont venir, mais qui sont quelque part prévisibles. Je dirais qu'on ne peut pas prévoir une inondation, on ne peut pas prévoir un orage qui tombe sur l'installation, on ne peut pas prévoir l'absence des collaborateurs, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Par contre, on peut prévoir des problèmes de sourcing de composants. On peut prévoir des évolutions normatives. On peut prévoir des problèmes de dimensionnement mécanique. On peut prévoir des soucis de consommation. On peut prévoir aussi effectivement des exigences qui n'ont pas été oubliées, des problèmes liés à l'environnement, à la température et autres. C'est des choses qu'on peut prévoir. Voilà, donc c'est bien, il faut dissocier effectivement ces deux éléments de manière à ne pas perdre du temps sur ce qui est prévisible et de garder ce temps-là sur les éléments impondérables qui ne sont effectivement pas prévisibles. Et le seul moyen de le faire, c'est l'analyse de risque. Bien sûr, dans toute démarche projet, ne jamais passer à côté de la fin, ce qu'on appelle les phases de validation, de qualification et de recette. Pourquoi? Parce que ça va permettre effectivement de qualifier le produit à la fin, de vérifier que ce que l'on conçoit, que l'objet connecté qu'on a conçu est vraiment conforme au cahier des charges. Donc, vous avez bien compris que si le cahier des charges est mal fait, forcément, en termes de qualification, on va qualifier ce qui est écrit. Il y aura des trous dans la raquette. C'est pour ça qu'il faut être complet en amont. Et d'un autre côté, ça va nous permettre de préparer effectivement l'élément majeur ou important lorsqu'on fait l'objet connecté, c'est le côté réglementaire et normatif. Si le produit est qualifié, il est recetté correctement, encore plus si on confie à des tiers, bien à un moment donné, le passage à la norme va être beaucoup plus facile. Et puis surtout, un point important, quand on est dans cette phase de recette, validation, de qualification, c'est à le retour d'expérience parce que une entreprise qui commence à développer son propre IoT ou ses propres IoT, elle risque de le faire. C'est-à-dire qu'elle va intégrer des compétences internes dans l'entreprise. Ce retour d'expérience va lui permettre, sur les projets suivants, d'aller beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus efficace. Et donc, tout ça, ça nous amène à des choses qui, des fois, font un peu mal. C'est-à-dire, c'est le réglementaire, la certification. N'oubliez pas que c'est obligatoire. Dans certains cas, on ne peut pas gagner de marché si on n'est pas conforme à la réglementation. Et la réglementation, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la fin, au moment où on dit « Ah, il faut que je rende mon produit réglementaire ». Non, ça se fait au début. On doit intégrer les éléments réglementaires dans la rédaction de son cahier des charges. Ça fait partie des exigences, parce que si on les fait à la fin, ça peut coûter très cher. Donc, c'est aussi à intégrer au démarrage. Mais c'est un passage obligé. Voilà. Et donc, 8 étapes pour développer. Conclure, sachant qu'on commence à déborder. Voilà, on conclut là-dessus. Donc, il y a 8 étapes clés. Il faut juste les lire, c'est assez simple. Je dirais que si on les respecte, il n'y a pas de souci. On a tous les éléments en main pour développer son IoT. Je ne vais pas faire de commentaires. Voilà, on parle de la donnée jusqu'à la maintenance, jusqu'au cloud. Donc, tout est là. Et pour ceux qui nous écoutent, qui auraient des questions, Captronic, les offres de solutions sont là pour vous accompagner notamment. Voilà. En tout cas, merci Jean-Christophe pour cette présentation. À nouveau, un autre guide que tu nous proposes, des guides, avec le lien qui sera cliquable sur le site internet avec la présentation. En tout cas, merci. Je ne vois
pas d'autres questions sur le sujet, ben, je vais juste conclure très rapidement. Donc là, c'était le second séminaire donc, consacré aux IoT industriels. Donc le replay va être disponible très prochainement sur le site internet des offreurs de solutions. Donc vous voyez l'adresse en bas à gauche. Il y aura 2 prochains webinaires qui sont d'ores et déjà programmés le 30 septembre sur les usines, lignes et îlots connectés et optimisés. Et puis un autre qui aura lieu le 19 octobre sur justement l'humain au cœur de la transformation industrielle. Voilà, j'aurai plaisir de les animer. Un autre webinaire est en préparation également pour webinaire conférence lors du salon BO 4.0 qui aura lieu à Mulhouse le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Voilà, en quelques mots. Pour ma part, ben, je vous remercie tous les intervenants, c'était vraiment très intéressant, très pédagogique. Le replay sera donc à retrouver sur le site des offreurs. Ben, merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.